Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire du dimanche qui vous aide à décrypter, à approfondir, à analyser l'actualité de la semaine. Et le 4 quarts est aujourd'hui un duo autour de l'humour politique avec notre invité Jean-Louis Debré qui publie Quand les politiques nous faisaient rire aux éditions Bouquin. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a souvent reçu ici pour vos livres et notamment le dernier qui touchait particulièrement nos auditeurs, Une histoire de famille. Là, c'est un livre un peu nostalgique sur le temps où les hommes politiques savaient rire, savait manier le verbe, savait rivaliser d'éloquence. On ne sait plus rire aujourd'hui ? Non, plus du tout. C'est vrai, quand on regarde toute l'histoire de la République, le rire en politique est une arme. C'est une arme à double détente. Une arme pour rassembler ses partisans et une arme habile pour atteindre ses adversaires. Mais pour faire rire, il faut avoir un génie, une disposition. Et par rapport au monde d'aujourd'hui, le monde d'hier était un monde cultivé. Était un monde qui savait, quand on regarde, j'ai regardé ça dans les journaux de l'époque, les duels ou les interventions de Clémenceau, de Jaurès, c'était des hommes de culture et qui savaient, qui avaient la répartie. Aujourd'hui, nos députés, quelle que soit leur tendance, sont entourés de collaborateurs qui leur font des papiers. Alors précisément, la faute à qui ? Et d'abord, pour vous, c'est à l'effacement du Parlement. Personne n'improvise plus. Tout le monde s'en tient aux éléments de langage. Il n'y a plus de ténor non plus, comme il y en avait dans le temps. Absolument. Si vous voulez, on a un avachissement de la politique où nos députés, nos sénateurs, quelle que soit leur tendance, nos ministres sont devenus des fonctionnaires de la politique et non plus des hommes de terrain. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a une évolution du régime politique en France qui est de l'hyperprésidentialisation. Tout vient du président. Et on a le sentiment que le Premier ministre, les ministres, ne sont que les greffiers du président de la République. Si bien que la responsabilité, elle n'est plus dans l'hémicycle. Quand vous aviez jadis des hommes politiques au gouvernement, je pense quand Giscard était ministre, pas président, quand Chaban était ministre, on en a beaucoup, président. On avait là des hommes responsables. Aujourd'hui, celles et ceux qui entourent le président ne sont que des greffiers et n'ont pas de responsabilité. Et puis, on a les réseaux sociaux. Et on a la télévision en continu qui reprend des petites phrases, les met en exergue, parfois les détourne de leur contexte, ce qui fait une très grande prudence du politique. Et puis, Jean-Louis Debré, l'humour commence par l'autodérision. Vous citez d'ailleurs Henri Bergson, qui a beaucoup écrit sur l'humour. L'autodérision est une preuve d'intelligence. Et vous avez gardé en mémoire ce mot de votre père. N'oublie jamais que tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Mais si vous voulez, c'est tellement important. Et pour manier l'humour, il faut être capable d'accepter l'humour sur soi et capable aussi de ne pas se prendre pour le nombril du monde. Et cette phrase de mon père, attention, tu vas devenir ministre, mais tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre, c'est tellement vrai. Et je vois, moi, aujourd'hui, un certain nombre de jeunes qui sont devenus ministres. Et je leur dis, mais dans 6 mois ou dans 1 an, plus personne ne te connaîtra ton visage. Et plus personne ne pensera que tu as été ministre. Et ça, ils n'arrivent pas à le concevoir. Et chaque fois que j'en vois un, je dis, attention, je vais pas t'appeler ministre parce que tu ne seras, dans quelque temps, tu ne seras plus ministre. Mais si! Mais non, tu seras ancien ministre. Et les anciens ministres, ça sert à rien. Et j'ajoute
quand je vois un député qui me dit « Ah, je voudrais devenir un ministre », reste le plus longtemps un futur ministre. Parce que là, on te fait la cour. Là, on te regarde. Quand tu es ministre, tu as des emmerdes, et quand tu es ancien ministre, ça ne sert à rien. Alors, la référence, le maître en la matière, la référence absolue, c'est naturellement Clémenceau. On en a parlé ici même avec Nathalie Saint-Cric qui a consacré un très joli livre à Clémenceau. Mais vous avez trouvé le moyen d'allonger la liste de ces bons mots, parce qu'il y a pas mal de bons mots. J'aime beaucoup d'ailleurs ce mot rapporté dans le livre où Clémenceau dit sur ses obsèques « Je ne veux que l'essentiel », c'est-à-dire moi. Ouais. Et alors vous avez allongé cette liste-là, et il y a par exemple, la France explique que Clémenceau est un pays fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Ouais. Ou encore celle-ci, les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus haut placés qui servent le moins. Oui, alors Clémenceau avait un humour féroce qui lui a valu d'ailleurs la présidence de la République. Car quand il a voulu être candidat, il avait dit tellement de méchanceté sur tout le monde que personne n'en a voulu. Mais une des originalités, je crois, de ce livre, c'est que je suis allé regarder les professions de foi. Alors, vous savez que il y a ce qu'on appelle le Barodet, c'est un député qui avait, au moment début de la République, demandé à ce que on récapitule et on garde toutes les professions de foi des candidats. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, elles n'ont plus aucun intérêt puisque ces professions de foi, elles sont imposées par les partis. Elles sont toutes les mêmes. Mais jadis, c'était chaque candidat qui fournissait sa profession de foi. Alors, j'en ai trouvé une d'un candidat en 1958 qui dit « Je m'engage à soutenir vos revendications, même celles que je ne connais pas ». Vous avez parce que je suis allé relire les débats de la période contemporaine. J'ai pas voulu rester à Clémenceau. Et quand vous avez dans le feu de l'action, un certain nombre de députés qui parlent et qui dit, il y en a un qui dit débat agricole, le débat agricole était toujours un grand moment en France. Monsieur le ministre, les producteurs de lait sont en ébullition. Ou un autre député qui s'adresse au ministre. Nous sommes en 1958. Le porc, cette vache à lait de notre rendement national. Et puis René Sanson, qui a été le père de Véronique Sanson, qui a été député en 1961, qui dans le débat agricole s'élève et dit « Monsieur le ministre, il y a 3 moyens de se ruiner. Le jeu est le plus rapide, les femmes les plus agréables, l'agriculture le plus sûre. » Et puis vous avez... Et ça, si vous voulez, j'ai pris ça dans le compte-rendu des débats, quand vous avez Giscard est à la tribune. Et il est à l'époque ministre de l'économie. Et il parle des statistiques. Alors il y a un député qui lève la main, qui dit « Monsieur le ministre, est-ce que je peux vous interrompre ?» J'en prie, cher collègue. Monsieur le ministre, les statistiques, c'est comme la mini-jupe. C'est agréable à regarder, mais ça cache l'essentiel. Vous voyez, tout ça... Alors, il y a aussi... l'humour malgré soi, les phrases toutes faites qui ne veulent rien dire et que vous brocardez. Par exemple, la France est la France. Oui. Ou bien encore, il faut regarder vers le futur. Ou bien encore, tournons-nous résolument vers l'avenir. Alors ça, c'est des phrases qui reviennent souvent et qui confinent parfois au ridicule. Le champion, c'est Jacques Toubon. Même en avion, nous serons dans le même bateau. Le même bateau. Oui, j'ai voulu reprendre les débats. Vous savez que les débats à l'Assemblée nationale, il y a des secrétaires qui les prennent mot à mot. Et donc, et on ne corrige pas. Et donc, j'ai relu tous ces comptes rendus. Et là, il y avait une espèce de spontanéité. Et on disait ce qu'on avait pas à la tête. Et parfois avec beaucoup d'humour, mais on s'en rendait pas compte. Si je peux me mettre en scène 30 secondes. Je vous en prie.
Un jour, le député Mamère, qui est un député écologiste, se lève et réclame une 6e République, etc. Il critique la 5e. Alors je lève le doigt et je dis, monsieur mon cher collègue, est-ce que je peux vous interrompre ? Je vous en prie. Et je lui dis à ce moment-là, je préfère la constitution de mon père à celle de ma mère. Éclatement de rire dans l'hémicycle. Ah oui, là, l'effet est garanti, d'autant que vous êtes le seul à pouvoir faire un mot de ce genre. Mais aujourd'hui, on n'ose plus. Je pense... Mais pardon, Jean-Louis Debré, je veux juste dire que quand je dirigeais l'Arche, on a fait un numéro sur la mer Juive, et quelqu'un avait dit, on rêve d'un match de tennis entre Noël Mamère et Gaël Monfils. C'est aussi la même chose. Alors, Jean-Pierre Raffarin est très fort aussi pour ce type de phrases, d'humour malgré soi. On a appelé ça d'ailleurs des raffarinades. Des raffarinades, oui. Raffarin aimait parler. Parfois on comprend rien d'ailleurs. Mais souvent, quand je relisais, quand j'ai relu pour ce livre les comptes rendus des débats, de temps en temps je ne comprenais pas ce qui a été dit. Mais Raffarin avait une qualité pour faire déchaîner le rire. Mais vous êtes d'accord que c'est toujours un peu malgré lui, quoi. Il s'emberlificote, il se prend les pieds dans ses propres phrases. Il y a aussi les petits malins qui se font remarquer à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, sous votre présidente, dans un débat sur l'importation abusive des textiles d'Asie, il y a un député qui brandit au Palais Bourbon des soutiens-gorge, des petites culottes importées de Hong Kong et de Singapour. Vous étiez président à ce moment-là, c'est pas président à cette époque-là. Oui, c'est l'époque où en réalité, qu'est-ce que cherche un certain nombre de ces personnages ? C'est de retenir l'attention des médias. Et quand ce député monte à la tribune pour dire mais toutes les productions se font en Asie, et sort de sa poche des soutiens-gorge et des petites culottes, naturellement, tous les photographes qui sont dans les tribunes de presse photographient, et on retrouve plein de photos. Mais si vous voulez, il y a l'humour des parlementaires, mais il y a aussi l'humour des présidents. Et Hollande a une forme d'humour, un peu comme Raffarin. Ah bah incontestablement. Et j'aime beaucoup cette déclaration de François Hollande dans un discours du 11 novembre 2014 à Notre-Dame-des-Lorette, où on l'entend déclarer « Il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme de mourir inconnu ». Ce sont des phrases. En politique, il faut faire attention, il faut avoir une très grande maîtrise de l'improvisation. Et un certain nombre de parlementaires ou de ministres se croient suffisamment forts pour essayer d'improviser. Là, il faut faire attention, car souvent, on est emporté par ce que l'on veut dire, et ça prime la forme, et on n'est pas compris. Et puis, vous savez, l'humour, c'est aussi un moyen de déstabiliser son adversaire, de faire rire à ses dépens. Et ça, quelques parlementaires, quelques ministres, quelques personnages politiques savent très bien le faire. Mitterrand était un orfèvre en ce domaine.
Et oui, vous citez d'ailleurs le mot, le débat avec Giscard d'Estaing, vous êtes un homme du passé, et Mitterrand, l'ennui, c'est qu'entre-temps, vous êtes devenu, vous, l'homme du passif. Oui, et si vous voulez, à travers cet humour, quand on sait le lire avec détachement, on voit combien l'amitié en politique est quelque chose de très rare. On se souvient toujours des relations entre Mitterrand et Rocard. Et quand Mitterrand est obligé de prendre comme Premier ministre Rocard, qui a essayé de défier, on a un journaliste, c'est en 1990, dit à Monsieur Mitterrand, Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de votre Premier ministre, Michel Rocard? Et il répond, Michel Rocard est Premier ministre, c'est déjà bien. C'est conforme à ses qualités, et faisant allusion aux ambitions de Rocard, il ajoute, le reste lui appartient. Si toutefois l'histoire est bienveillante à son égard. Alors, il y a un chapitre sur le comique présidentiel où vous notez que souvent en accédant à l'Élysée, beaucoup de présidents perdent leur humour. Vous pensez à qui en particulier? Je pense à tous les présidents, aussi bien Giscard que notre président actuel. Ils sont entourés de conseillers qui leur disent attention. Il y en a qu'un, à mon avis, qui a gardé sa spontanéité, c'est Chirac. Et Chirac, dans ce livre, je fais un petit lexique de ses phrases et qui montre combien il a. Alors, on va parler de Chirac, mais je voudrais qu'on remonte à De Gaulle, parce que De Gaulle, manifestement, c'est pas son cas d'avoir perdu l'humour en accédant à l'Élysée, et De Gaulle déchaînait souvent l'hilarité dans ses conférences de presse. Alors, ces bons mots sont plus connus, mais vous les rappelez dans une des conférences de presse. Je ne vais pas mal, moi, je n'ai pas la possibilité d'imiter De Gaulle, mais si vous voulez le faire, vous le faites. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Oui. Et puis il ajoute aussi, rassurez-vous, après moi, ce ne sera pas le vide, mais le trop-plein. Oui, De Gaulle avait une forme d'humour très particulière, notamment pour fustiger l'idée européenne, pour par exemple aussi essayer de déstabiliser ses adversaires quand il dit après moi c'est le trop plein, ce sera pas le vide, c'est le trop plein, c'est pour montrer tous ceux qui se précipitent pour prendre sa succession. Et quand il fustige, et puis quand il s'en prend au CNRS, il a un mot qui pourrait tout à fait être valable aujourd'hui, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oui, et puis j'ai retrouvé une citation, c'est le général inaugure le salon de l'auto, et vous savez, dans ces années-là, il y avait la voiture, appelée la DS, et la DS a été remplacée par une ID. La voiture ID. Et le général passe devant le stand Citroën, et le patron de Citroën, il dira, voilà, notre nouveau modèle, c'est l'ID19. Et Chirac, et le président de Citroën ajoute, d'ailleurs, on va doter la présidence de la République de cette nouvelle ID19. Et le général se tourne et dit, vous devriez plutôt en donner à mes ministres des idées. Il y a le comité Volapuc. Oui. Il avait un certain nombre de formules, pleine d'humour, qui faisait rire. Oui.
Et c'était un humour. Ça n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur. C'est un humour qui vient du haut, comme l'a décrit un écrivain que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean Cau. C'est un humour présidentiel qui tombe du haut. Il lâche ça sans rire en plus, car il avait une capacité, De Gaulle, à faire ses traits d'humour et de ne pas rire, ce qui est encore plus fort pour faire passer l'humour. Alors, il y a évidemment François Mitterrand, Jacques Chirac, on retrouve tous les bons mots. On peut compter sur vous pour avoir noté toutes les petites perles de Jacques Chirac. Mais il y a aussi François Hollande, dont vous reconnaissez qu'il a le sens de l'humour. Alors, il dit un jour sur Christiane Taubira, qui était sa ministre de la Justice, et il a un mot qui reste toujours d'actualité. Je salue Christiane Taubira. Sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien. Ouais. Et puis il a ce mot fantastique. On l'interroge. Interroge Hollande, Monsieur le Président, le président Macron entretient des relations, semble-t-il, suivies avec Nicolas Sarkozy et pas avec vous. Et Hollande répond: oui, mais c'est plus facile de consulter son lointain prédécesseur plutôt que son ancien employeur. Oui. Toc, ça tombe. Et quand on lui demande qu'est-ce qui il y a entre le président actuel et François Mitterrand, est-ce qu'il est socialiste? Et il répond: la seule chose qu'ils ont ensemble, c'est qu'ils ont été présidents de la République. Et il ne veut pas parler du reste. Donc, si vous voulez, on a, et c'est là ce que je disais tout à l'heure, l'humour permet en politique de déstabiliser son adversaire, parfois même de le ridiculiser, tout en ayant le bon rôle et en faisant rire. Quand un jour c'était Barre parle de François Mitterrand et il parle de tonton et Jospin répond Barre avait dit Barre avait dit attention, méfiez-vous de François Mitterrand, tonton est là, mais il fait semblant de dormir. Et Jospin répond quelques jours plus tard: ça, en matière de sieste, Monsieur Barre en connaît quelques-unes. On le voit à l'Assemblée piquer de bons roupillons. Et un jour, il y a un autre personnage qui est un personnage intéressant, qui était André Santini. Et un jour, à l'Assemblée, tout le monde voulait se mettre à côté de Santini parce qu'il avait des bons mots. Et un jour, on voit Barre qui se tourne les pouces. Et Santini nous regarde tous et dit: regardez, Barre fait son jogging. Alors, on va continuer à parler du Palais Bourbon, d'Emmanuel Macron, des lapsus, de vos propres bons mots. On marque une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire du dimanche, le 4 quarts qui est aujourd'hui un duo autour de l'humour politique avec Jean-Louis Debré qui publie Quand les politiques nous faisaient rire dans la collection bouquins chez Lafon. Alors, Jean-Louis Debré, vous avez déniché vous dites que Emmanuel Macron n'a pas d'humour, je vous laisse la responsabilité de cette assertion, mais vous avez déniché quand même quelques petites perles qui valent leur pesant de cacahuètes. Avant son élection, Emmanuel Macron évoque ses adversaires républicains et socialistes. Et il a ce bon mot: les deux grands partis, les républicains et les socialistes, c'est l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous devenez président de la République, ces bons mots, il faut faire attention. Parce que la résonance de ce que vous dites est plus forte. Et donc tous les présidents de la République, à ce moment-là, font très attention à ne pas faire trop de sorties d'humour. Mais à travers cet humour présidentiel, et il faut bien voir que l'humour permet aussi de passer un certain nombre d'idées, de remarques intéressantes et qui sont vraies. Je me souviens toujours, alors il n'a pas été président de la République, mais il a été président du Conseil, Edgar Faure, qui explique que la réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire des impôts sur les choses qui existaient déjà, et qui étaient taxés depuis longtemps, et que vous créez de nouveaux impôts sur ce qui n'était pas. De même, cette phrase tellement vraie, et qui est sous forme d'humour, qui est d'un autre personnage important qui a été Queuille, le docteur Queuille, député, président du Conseil sous la 4e, plusieurs fois ministre, et qui dit quelque chose de très vrai quand on y réfléchit, et il le dit sous forme d'humour. La politique, dit-il, n'a pas pour objet de résoudre des problèmes. La politique, elle a pour but de faire taire ce qui pose des problèmes. Et c'est tellement vrai. Et particulièrement, on le voit aujourd'hui, où les subventions permettent de calmer ceux qui expriment des problèmes. Mais on ne règle pas le problème au fond. Alors, vous, au Palais Bourbon, vous ne nous épargnez pas vos propres bons mots. Celui-là que j'aime beaucoup, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure sur je préfère la Constitution de mon père à celle de ma mère. Il y a aussi les bons mots auxquels vous assistez ou les lapsus auxquels vous assistez quand vous êtes président. Il y a Agnès Buzyn, ministre des Solidarités. Alors, je ne sais pas si vous étiez au perchoir à l'époque, qui est à l'origine d'un fou rire général parce qu'elle commence sa réponse à un député. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités. Ça a été un grand moment de l'hémicycle. D'abord, un moment de surprise. Et puis, tout d'un coup, tout le monde se met à hurler. Et c'était un lapsus. Et c'est très difficile, d'ailleurs, de récupérer l'attention après avoir déclenché l'hilarité générale. Alors, les lapsus, il y en a d'autres. Il y a tout un chapitre sur les lapsus, hein. Et alors, Parmi ceux-là, il y a un lapsus de Robert-André Vivien, député du Val-de-Marne, qui est à la tribune, et les députés discutent d'un projet visant à réguler l'industrie du cinéma érotique et à instaurer une majoration de TVA pour les films classés X. Et alors, avec fougue, Robert-André Vivien s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, durcissez votre sexe. Ah, pardon, votre texte. Oui, alors ce qui est très intéressant, parce que... Vous croyez qu'il l'a fait exprès? Non, alors, après, il a expliqué qu'il avait fait exprès, mais je ne le crois pas. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, jadis, au journal officiel, on effaçait un petit peu ce genre de lapsus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, car en même temps, les débats sont enregistrés en images et en son. Et donc, on a le son. Mais oui, rassurez-moi, on a effacé ça du procès verbal. Quand je suis arrivé à la présidence de l'Assemblée, je me souvenais de ça, j'avais demandé qu'on m'amène le compte-rendu. Le compte-rendu a été effacé. Mais il y a encore le son radio. Et à l'époque, on avait enregistré. Et le son radio, il est
incontournable et il explique bien. Vous savez, quand vous êtes à la tribune de l'Assemblée, il faut un vrai professionnalisme pour ne pas être déstabilisé par celles et ceux qui vous interrompent. Et donc certains perdent entre guillemets leur sang-froid. Et on a là une multitude de lapsus. Vous avez Bruno Le Maire qui confond Gérard Collomb et Christophe Colomb. Et qui appelle et mon collègue Christophe Colomb, hurlement de rire dans l'hémicycle. Il y a une multitude et vous aviez Fillon qui parlait du gaz de shit. Et non pas de gaz de schiste. Et naturellement, immédiatement, tout le monde fait semblant de fumer dans l'hémicycle. Voilà. Alors l'hémicycle est. Alors il y a une règle, si vous voulez, que la sténo qui prend en note doit prendre intégralement et qu'on ne peut pas corriger. Et un jour, j'étais président de l'Assemblée nationale et il y a une femme qui était à la tribune et elle parle. Et elle dépasse son temps de parole. Et il y a un député qui dit tout haut, parce qu'il parlait après elle, elle commence à nous emmerder, celle-là, elle nous fait chier. Et la sténo prend. Et naturellement, si on laisse sortir ça au journal officiel, ça fera un drame. Mais il y a un précédent qui date de la Troisième République. C'est si le président n'a pas entendu ça, il peut obliger la sténo à corriger. Et moi, j'étais pas là. J'étais à Évreux. On m'a fait revenir. J'ai vu la sténo. J'ai dit, d'Évreux, j'ai pas entendu. Elle me faisait chier. J'ai dit, elle m'énerve. Ah, Monsieur le Président, si vous avez entendu ça, on corrige. Alors, on a l'impression qu'on s'amuse beaucoup à l'Assemblée nationale, surtout quand vous évoquez les bons mots, les lapsus, les outrances de Jean Lassalle. Alors lui, il est champion en toute catégorie. Oui, c'est un jour je préside la séance et dans le fond il y a un monsieur qui se lève et qui se met à chanter en béarnais et toute l'assemblée est stupéfaite. D'ailleurs, on le connaissait pas parce qu'on l'avait pas beaucoup vu avant. Et naturellement, il passe sur tous les médias, etc. Et il avait compris que pour faire parler de lui, il fallait qu'il rentre dans l'outrance, dans l'exagération, et il en abusait. Et là, c'est au président de séance d'essayer de le contenir. À qui, Jean-Louis Debré, aujourd'hui, attribueriez-vous le prix du rire politique? Il y a eu une époque où c'était Santini. Je ne sais pas si ça existe encore, le prix du rire politique. Ça existe, mais il n'y a plus grand-chose. Encore une fois, si vous voulez, j'ai regardé tous les comptes rendus, il n'y a plus grand-chose parce que on est dans un système hyper médiatisé et une phrase un petit peu grivoise va immédiatement être prise par les réseaux sociaux, tournée, passer en boucle sur les chaînes de radio et télévision et finir par ridiculiser celui ou celle qui l'a prononcé. Et donc, à l'Assemblée, on est dans une prudence dessus. D'autant plus que jadis, il y a encore une vingtaine d'années, le député n'était pas entouré de nombreux collaborateurs. Et c'est lui qui écrivait ses interventions. Et puis, on jugeait un député à sa capacité d'improvisation. Or, aujourd'hui, on se méfie de l'improvisation. Si bien qu'il n'y a plus beaucoup d'humour. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal. Je regarde pour faire un deuxième tome au jour le jour les débats et je ne trouve rien de très très drôle qui dure. Et parmi les candidats au présidentiel, candidats et candidates au présidentiel, comment les notez-vous sur ce plan-là? Écoutez, je vais vous dire que pour l'instant, ils me font pas rire. Ils me font pas rire. Mais est-ce que l'époque est à l'humour?
Moi, je réponds oui, parce que plus l'époque est difficile, plus il faut avoir de l'humour. Mais la classe politique, le monde politique aujourd'hui n'est pas un monde ou une classe politique qui est tournée vers l'humour. À l'inverse, qui a, parmi les candidats, parmi la gente politique aujourd'hui, qui a le moins d'humour? Je sais pas, c'est difficile. Encore une fois, je voudrais pas revenir sur le monde politique d'aujourd'hui. J'ai noté par exemple que Mélenchon, qui est quand même, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a de l'éloquence. C'est un bon orateur. Oui. Mais j'ai noté qu'il était totalement absent. Oui. Alors, si de vous votre livre. Oui, j'ai regardé en dehors des idées, il est bien évident que Mélenchon est un orateur. Mais être un tribun. Un tribun. C'est à l'évidence, et dans le lot, il est le seul. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'Assemblée, quand Mélenchon était là, Mélenchon à la tribune, c'était comme Mitterrand à la tribune, comme même Hollande à la tribune. C'était des bons orateurs. Il y a une différence entre un bon orateur et faire rire et avoir de l'humour. Je ne trouve pas très drôle Mélenchon. Je porte pas de jugement sur ce qu'il dit. Je trouve que il a été plus drôle qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que vous diriez quand même que, en dépit en dépit des erreurs qu'il a pu commettre et de l'appréciation générale que vous portez sur lui, on prête à Emmanuel Macron des qualités de bon orateur? Ses discours sont bons, sont bien écrits. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Alors, je ne suis pas d'accord, parce que je trouve que d'abord, c'est un orateur qui est beaucoup trop long. Il parle trop. La capacité d'écoute des gens est une écoute limitée. C'est un orateur. Les discours sont bien écrits, les discours sont intéressants, mais on a l'impression qu'il se fait plaisir à lui, à s'écouter, plus qu'il ne cherche à faire partager aux autres la joie de l'écouter. Il parle pour lui. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait émouvoir, qui sait prendre ses interlocuteurs et les amener vers lui. Là, on a l'impression, avec le président actuel, que c'est la parole qui tombe de haut, et il s'écoute, il s'entend, il s'apprécie, mais il ne se préoccupe pas de savoir si celles et ceux qui reçoivent le message reçoivent une émotion ou pas. C'est un humour très particulier. C'est un art oratoire très particulier. C'est l'oratoire de ceux qui sont une position supérieure et déversent leurs paroles. C'est pas ça. Et puis en plus, il y a une différence entre l'art oratoire et l'humour dans le discours. Et tous ceux et celles et ceux qui ont savent bien parler en public ne sont pas forcément des gens qui sont drôles. Je l'ai bien vu à l'Assemblée, il y a des gens tout à fait remarquables, toutes tendances politiques, qui disent des choses très intéressantes et qui n'ont pas d'humour. Et très souvent d'ailleurs, quand j'étais dans cette maison, je leur disais, écoutez, c'est très bien ce que tu as dit, c'est parfait, etc., mais dis-le avec un peu d'humour. Dis-le en pensant qu'il faut que tu rendes une émotion, que tu fasses rire. Le rire déclenche l'émotion. L'émotion de rire ensemble. Vous savez, quand vous êtes au perchoir, vous voyez toute l'assemblée, et vous voyez celles et ceux qui sont capables d'émouvoir. Et pour émouvoir, il faut d'abord regarder les gens dans les yeux. Et puis, la pointe d'humour, la saillie, qui fait que de droite et de gauche, tout le monde rit. Et faire rire un auditoire, c'est déjà se faire adopter par l'auditoire. Il y avait un homme qui le savait, qui faisait très bien ça quand il était parlementaire, c'était François Mitterrand. Il avait un véritable art oratoire, Mitterrand. Il prenait les gens, il allait les chercher, et par une phrase, par une saillie, par une remarque, parfois désobligeante pour ses adversaires, mais c'est la politique. Il arrivait
à faire rire. Et souvent, j'entendais les camarades dire « On n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il est drôle !» Et Sarkozy non plus, on peut pas dire qu'il est la part du lion dans votre livre. Non, mais il faut faire attention. Alors, si, je l'ai cité, m'a fait beaucoup rire quand il a dit un jour qu'il resterait toujours fidèle à Chirac, même si ça énerve tout le monde. Bon, je cite quelques phrases. Mais vous savez, le vrai humour, pour moi, c'est un humour qui n'est pas un humour vulgaire. C'est un humour subtil, qui fait sourire, et certains confondent l'humour et la vulgarité. Il y a des bons mots de Chirac sur Balladur, mais j'ai pas noté. Alors allez-y. Mais nous sommes en campagne de 95 et Chirac, la campagne ne marche pas, sauf qu'à partir du mois de février 95, les sondages sont en train de bouger. Et nous partons, je l'accompagne, il va tenir une réunion au Havre, je me souviens, je suis dans sa voiture, et pour la première fois, les sondages ont montré que Chirac avait rattrapé Balladur. Et Chirac se tourne vers moi et me dit « Tu sais à quoi me fait penser Balladur ?»« Non. » Il me fait penser à une poterie chinoise, à une poterie ancienne. « Ah bon, pourquoi ?» Et il ajoute « à une poterie ancienne chinoise. »« Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Parce que tu sais, on dit en Chine que les poteries anciennes, c'est comme les militaires, ça supporte les décorations et pas le feu. » Alors, Jean-Louis Debré, vous, si on a bien compris, il y aura une suite à ce livre. Vous écrivez beaucoup, près d'un livre par an. Vous allez continuer à ce rythme? Alors, sans compter, je compte pas les livres policiers, parce qu'il y a toute cette partie aussi. Si vous voulez, pour l'instant, je joue au théâtre de la Gaîté, une pièce qui est drôle, que j'ai écrite avec Valérie Bochnek, c'est les femmes qui ont réveillé la France. Donc ça me prend beaucoup de temps. Qui était déjà un livre. Je suis en train de terminer un scénario pour un film policier. Je me suis remis, après la rumeur qui était le policier l'année dernière, à un nouveau policier. Oui, l'écriture, pour moi, c'est ma vie. Vous savez, toute ma vie, j'avais une hantise. C'est devenir un vieux. Alors j'ai été pendant 20 ans magistrat. Et puis je me suis dit, tu ne peux pas rester un vieux juge. Alors j'ai quitté la magistrature et je me suis engagé en politique. Et puis quand j'étais en politique, je me suis dit, attention, tu ne veux pas devenir un vieux politique. Et à ce moment, je me dis, mais il me faut jouer. Un vieil écrivain, ça a plus de gueule. Après, je me suis dit, mais je vais écrire. Là, j'ai écrit beaucoup de livres, beaucoup de romans policiers, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut pas que tu deviennes un vieil écrivain. Alors, je me suis mis à jouer au théâtre. Et donc, tous les soirs, ces femmes qui ont envahi la France, avec un public nouveau, c'est tout un métier nouveau. Je découvre un métier. Et puis là, je me mets au scénario de films policiers. C'est une nouvelle forme d'écriture. Et, si vous voulez, c'est comme ça que je reste en vie. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que est le philosophe Alain. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Alors, si vous voulez être optimiste, construisez votre optimisme. Merci Jean-Louis Debré. Restez comme vous êtes et on vous aime bien comme ça. Et je rappelle donc le titre de ce livre, Quand les politiques nous faisaient rire, dans la collection bouquins chez Lafon. C'était le 4 quarts politique, l'émission hebdomadaire du dimanche. Bon dimanche à tous.